travail s'intéresse de plus en plus aux soft skills, mais pour sortir du doux, du mou, du flou, certains chercheurs se sont donné comme objectif de modéliser ces soft skills. Et c'est quelque chose d'assez impressionnant qui demande des compétences très complexes. Je vais demander à Yuko Sasa, qui est docteur en robotique sociale, de nous livrer son expertise. Elle est aussi directrice de recherche et développement de Skilder. Donc d'abord, la robotique sociale. En quelques mots, qu'est-ce qu'est ce champ disciplinaire? Alors, on connaît beaucoup la robotique par voilà, des objets qui peuvent se mouvoir, etc. La robotique sociale, c'est vraiment un pan spécifique de la robotique qui s'intéresse à l'interaction, c'est-à-dire comment le robot interagit avec des personnes humaines. Et vos recherches ont porté sur des interactions assez spécifiques, je crois. Exactement. Alors, les interactions étaient orientées pour les personnes âgées en isolement relationnel. Et donc, c'est cette dimension de relationnel et comment les processus relationnels se créent. Voilà, c'était vraiment l'objet de cette étude-là et l'orientation des objets. Alors, si on revient au monde du travail, vous avez mis au jour et vous travaillez sur un concept qui est intéressant, c'est la glu socio-affective, que vous aviez d'ailleurs observé pendant votre thèse, je crois. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce sujet, enfin, de ce concept de glu socio-affective? Oui. Alors, pour redonner aussi à ce qui appartient à César, c'est un concept qui a été à l'initiative de Véronique Auberger, qui est donc chercheure CNRS, qui est spécialisée dans ce qu'on appelle les sciences affectives appliquées. Donc, l'idée, c'est de partir d'un postulat pour dire, sans glu, il n'y a pas de rôle social, et sans rôle social, il n'y a pas de glu. Qu'est-ce que ça signifie? C'est, par exemple, si j'arrive en pleine rue, que je commence à parler à n'importe qui, de n'importe quoi, n'importe comment, on va me prendre pour un fou. Parce que je n'ai pas incarné de rôle, je n'ai pas eu de finalité d'interagir avec l'autre. Donc, sans rôle social, je ne peux pas venir me connecter à l'autre. De la même manière, si je n'ai pas une infime partie de relation qui est établie à travers ces rôles sociaux, je ne peux pas non plus renforcer à travers mes interactions et donc de légitimer ma place, par exemple dans une entreprise. Si je fais un métier particulier, eh bien mon rôle social, ça va être ma profession. Ça va être comment je m'affiche dans ma profession. Et c'est à travers les interactions que je vais venir m'affirmer et confirmer mon rôle dans son entreprise et dans ma profession. Alors justement, on est dans un contexte où on réfléchit au management et aux évolutions du management. Pour un chef d'entreprise, un manager, quel intérêt de se pencher sur ce sujet de la glu affective, socio-affective? Alors c'est aussi une réponse ou des réflexions qu'on pose énormément, des questionnements sociétals, parce que je suis convaincue, et on est pas mal nombreux parmi les chercheurs d'être convaincus qu'il y a une espèce de crise sociétale qui se met en place. On parle beaucoup de burn-out, d'isolement relationnel, de sentiment d'isolement ou de solitude qui apparaît finalement aussi bien dans le milieu professionnel que dans le milieu sanitaire ou autre, alors qui peut concerner aussi des professions qui sont particulières voilà, face à des personnes qui sont fragilisées. Et finalement, de pouvoir mettre des mots concrets, de théoriser concrètement, de modéliser cette notion d'humain derrière cette notion de glu, c'est de savoir en fait quels sont les processus exacts qui nous permettent de venir créer une relation. Alors, avec le confinement, on a connu, enfin, on voit encore les effets négatifs sur des personnes, des risques psychosociaux. Vous connaissez, je crois, vous êtes intéressé au syndrome hikikomori d'isolement. Je vais peut-être nous en dire un peu plus. Mais enfin, on est sur des choses très concrètes. Le burn-out, la dépression, le syndrome qu'on appelait de la cabane. Vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? Voilà, comment on peut mieux les comprendre et les prévenir? Oui, alors c'est vrai que quand on s'isole contextuellement parlant, donc situationnellement, on perd cette possibilité ou cette capacité de communiquer avec autrui. Et finalement, ce qu'on fait à travers la glu, c'est qu'on vient à travers des signaux de comportement qui sont très concrets.
peut parler d'écoute, par exemple. La manière d'écouter ou de la manière de solliciter l'expression de quelqu'un, etc., à travers notre communication, c'est tout autant de signaux sociaux, donc des petits signaux qu'on donne à la personne et qui viennent alimenter cette glue et qui la renforcent, alors positivement ou négativement, mais en tout cas, c'est quelque chose qui permet de l'alimenter. Quand on sort de ce contexte-là et qu'on est, par exemple, isolé à cause du confinement, par exemple, eh bien, on n'a plus cette capacité d'entraîner finalement, un peu comme le vélo d'appartement, d'entraîner notre communication. On perd des habitudes et quand on perd ces habitudes, on tombe dans des syndromes d'isolement en tout cas. Et quand on revient en déconfinement et qu'on veut se remettre à communiquer avec autrui, on a vu de manière très spécifique des jeunes populations, par exemple, qui n'avaient aucun problème à sociabiliser avec les gens, qui sont retrouvés avec une perte justement d'aisance de communication parce que la glue n'était pas alimentée. Et finalement, c'est... Alors, en quoi la robotique peut aider à améliorer la compréhension, voire actionner cette remise en liaison dont vous parlez? Alors, le fait de parler de l'humain sur de l'intelligence artificielle, on a souvent tendance à avoir peur du remplacement de l'humain par les robots. La robotique, si on l'apprend en utilisant ce type de théorie, on peut se dire que ça peut être une espèce de prothèse qui nous permet de s'entraîner comme du vélo d'appartement, qui donne des petites impulsions pour s'entraîner à communiquer, mais sans rentrer dans un dialogue uniquement orienté avec le robot, parce que ça cantonne à s'isoler encore plus, mais justement de donner envie à communiquer. Et par exemple, si je prends l'exemple des personnes âgées, concret pour terminer. Un exemple avec les personnes âgées, elles perdent cette capacité à communiquer avec leurs aidantes, avec leur famille. Si par exemple on met un robot face à eux qui leur permet de s'entraîner à communiquer, elles vont avoir envie de faire plus, elles vont être limitées avec le robot, donc finalement ça contribue à améliorer, et c'est un peu ce qu'a démontré les résultats d'une thèse, de ma thèse notamment, de pouvoir enrichir les interactions qui étaient perdues avec les aidants ou avec la famille. D'accord, donc un sujet qui est malgré tout très actuel dans un monde où on parle de plus en plus de travail à distance, de télétravail, donc de ne pas perdre de vue cette glue socio-affective et d'avoir commencé à avoir des solutions pour l'entretenir, comme vous dites, comme un vélo d'appartement et voire de la restaurer. Exactement. Merci Yuko de cet éclairage.